écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55 sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55 sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus à cette édition du Point littéraire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir deux voix féminines puissantes, deux plumes qui chacune à sa manière nous invitent à transformer nos vies. D'un côté, Ingrid Tanque, alors tageuse, j'allais dire, écrivaine et évidemment sur le bien-être émotionnel, et vous guide à travers son ouvrage Comment gérer ses émotions en toutes circonstances, un livre qui nous apprend à devenir amis avec nos émotions, à les comprendre, à les apprivoiser pour mieux vivre et mieux aimer. De l'autre côté, il y a Françoise Pouené, alias Mami Nyanga, qui nous livre son parcours dans Itinéraire d'une débrouillade. Devenue milliardaire, un récit inspirant, témoin d'une ténacité hors du commun qui montre que la débrouillardise peut se muer en réussite éclatante et que l'audace féminine est une force transformatrice. Deux univers, deux chemins, mais une même ambition, redonner confiance, éveiller les consciences et célébrer la dignité humaine. Ensemble, elles nous rappellent que la littérature n'est pas seulement un miroir, mais aussi un levier de changement. Le point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Le titre de votre livre, c'est Comment gérer ses émotions en toutes circonstances. Vous, Ingrid Tadieu, merci d'être là. Bon après-midi et bienvenue. Merci, bon après-midi à tous. Alors, c'est vrai qu'on s'est souvent parlé au téléphone, ça fait plusieurs années quand même, mais jamais, à grand jamais, on avait eu l'opportunité de se voir en face. Vous êtes au Cameroun, vous êtes une Camerounaise, mais vous vivez entre plusieurs mondes. Parlez-nous de votre vie, Ingrid. Qui êtes-vous précisément ? Alors Ingrid, c'est d'abord avant tout l'enfant du pays. C'est une continentaire. Et effectivement, on a échangé pendant plusieurs années, étant donné que j'effectue des voyages entre la France où je réside et mon pays qui est le Cameroun que j'adore, et d'autres pays aussi en Afrique comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, pour animer des séminaires et des conférences. Et c'est dans ce contexte précisément qu'on s'est rencontrés et via une mise en relation pour partager des pépites concernant l'ouvrage sur la gestion des émotions en toutes circonstances. Donc,
Pourquoi qui je suis vraiment? C'est un enfant du Boa, qui vient plus précisément de l'ouest du Cameroun. Oui. Grandi ici de 2 parents de l'ouest du Cameroun. Et je suis partie dans la vingtaine, après avoir eu un parcours en mode solitaire et en même temps très social. Parce que moi, j'ai perdu ma mère très très jeune, à 14 ans, et j'ai dû apprendre à entreprendre ma vie. À 14 ans, c'est un bouleversement énorme quand même dans la vie d'une jeune fille que vous étiez à l'époque. Oui, je pense que toute personne qui est sujet à ce type de situation, vraiment, c'est pas évident. On ne choisit pas, mais quand la situation est, on apprend à vivre avec. Donc, de son départ, ça a été très, très spécial, on va dire, une aventure de vie spéciale. Et partie de là, Ingrid a appris tout simplement à attraper les liasses que la vie lui a menées pour essayer d'avancer. Oui, faire avec. En quelque sorte. C'est ça. Alors, comment gérer les émotions en toutes circonstances? C'est le titre de votre livre. Il faut dire qu'à la base, il y a eu un livre, mais maintenant, c'est véritablement tout un challenge d'accompagnement auprès des entreprises ou bien auprès même des patrons pour faire mieux comprendre cette réalité. Dans quel contexte naît ce livre-ci? À vrai dire, ça n'avait rien à voir avec l'univers professionnel. Oui. On m'a souvent dit, de par mon parcours justement, de personnes qui a perdu sa mère, qui s'est débrouillée comme ça avec des âmes de bonne volonté qui m'ont beaucoup aidé, que ce soit pour me nourrir, me vêtir ici même. Beaucoup plus des gens du centre et non pas de l'ouest du Cameroun, même s'il y a une maman Marceline à qui je fais un big up. Et les gens me disaient, il faut que tu écrives un livre. Oui. Quelque part, je me disais pourquoi pas, dans la mesure où j'ai aussi souvent lu des livres autrefois, des orphelins, 2 orphelins, la fille et le garçon qui traversent la rivière et tout ça, et ça m'a nourri. Oui. Mais je ne me projetais pas dans ça parce que durant mon parcours, j'avais fait des décrochages scolaires, c'est-à-dire que de façon académique, c'est pas moi qui avais les meilleures notes, j'étais parmi les derniers et c'était difficile d'être concentré. Comme quoi l'école, c'est pas la course de vitesse, hein, quelquefois, c'est la résistance. Parfois, quand on redouble, c'est pour mieux apprendre, paraît-il. Franchement, je ne sais pas. Mais j'ai pas autant redoublé, néanmoins. Oui. Et je ne sais pas comment j'ai pu avancer non plus. Voilà, parce que psychologiquement, mentalement, on a tendance à être évasif. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on devient au quotidien, puisqu'on n'a pas de sécurité affective, de cadre familial, par exemple alimentaire, vestimentaire. Donc tout ça fait qu'on se tourne l'esprit et encore moins se projeter dans l'avenir. Donc, ce qui fait que dans le moment présent, on est un peu jaloux des autres, envieux de ce qui semble être acquis pour les autres. Oui. Donc, tout ça fait que ça ne me prédestinait pas à l'écriture. Donc, décrochage scolaire, je ne sais pas, je me dis, je ne sais pas écrire, je m'exprime, bon. Est-ce que finalement, votre détour en France, en Europe, n'aura pas quand même permis également de rendre plus fertile votre mémoire, votre esprit pour la rédaction d'un livre? Je pense que de par ce parcours, quand on me disait d'écrire le livre, je rejetais l'idée, l'hypothèse. Arrivé en France, c'est un autre parcours de vie également, d'intégration suite au dépaysement et autres, d'intégration sociale, professionnelle. Et je pense que aller me former pour devenir coach, c'était d'abord aller travailler sur moi d'une part, je dirais à 80%, parce que pendant la formation, les vraies formations professionnalisantes, on fait ce travail et moi j'avais hâte de travailler sur mes émotions, de comprendre mon mode de fonctionnement et de me dire comment j'ai même pu faire pour en arriver jusqu'ici, en étant comme un bateau qui roulait où vent la menait. Donc, cette formation m'a donc permis de mieux me comprendre, de mieux travailler sur moi, même pour guérir de mes blessures émotionnelles liées à l'absence de mes parents et tout ce parcours-là. Et je me suis toujours dit que, au vu du parcours de vie de mes parents, partis de l'ouest du Cameroun, indépendants, entrepreneurs, mon père, ma mère aussi, il fallait que je fasse... Je me suis inspirée de leur parcours déjà pour survivre et il fallait que je fasse quelque chose. Tout à fait. Donc, dans ce processus de qu'est-ce que je peux faire, faisant chemin, je me suis dit il faut que je laisse un héritage à ma descendance au cas où je devais appeler à partir comme tout le monde. Mais peut-être de façon précoce, je ne souhaite pas, mais on ne sait pas. Laisser quelque chose à la postérité. Exactement. Et c'est dans ce cadre, je me suis dit tiens,
puisqu'on nous dit on nous conseille de travailler avec nos clients sur ce qui a été nous-mêmes notre propre souffrance, l'ancienne version de nous. Et je me suis dit, l'une de mes grosses souffrances, c'était les émotions, la douleur émotionnelle et tout ça. Et c'est donc comme ça que je me suis spécialisée dans l'intelligence émotionnelle et j'ai eu donc à produire cet ouvrage. C'est une question, hein. Comment gérer les émotions en toutes circonstances? C'est un livre que vous avez d'ailleurs proposé depuis quelques années. Yeah. Qu'est-ce qu'on va y trouver? C'est vrai qu'on avait dit aux auditeurs, mais je suis sûr que dans leur mémoire, c'est peut-être déjà un peu enfui. Juste pour rappeler, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre? On va trouver énormément de richesses parce que la transmission des connaissances, j'adore. Donc, dedans, je transmets des connaissances pour comprendre comment est structuré et comment fonctionne le cerveau humain, puisque ma spécialisation, c'est sur les neurosciences appliquées. Et une fois que l'on comprend, on vient à prendre conscience. On se comprend soi-même et on comprend mieux les autres. Je pense que c'est un double enjeu bénéfique. Donc après ça, on a de l'auto-coaching, des petits process qui permettent de se prendre naturellement en charge avant même de faire appel à un expert. Parce que les émotions, c'est pas comme le sport, juste on peut. Mais voilà, c'est ça qu'on va retrouver aussi des études de cas de la vie et des cas de clients que j'ai eus en coaching ou en séminaire. Par exemple, quand je viens souvent ici, j'ai fait le séminaire sur l'intelligence émotionnelle avec les cadres dirigeants des boissons du Cameroun. Et parfois, quand je fais des conférences, je demande à des personnes qui veulent se faire coacher de venir sur scène. À tout hasard, j'ai quelques personnes. S'exprimer et parler. Des séminaires participatifs en quelque sorte. Exactement. Et on fait des flash coaching. Donc là, c'est quoi ton problème? Et on t'aide à évoluer. Et ça va donc toucher souvent un problème d'estime de soi et de confiance en soi, de communication en prise de parole. Et tout ça fait en sorte qu'on remonte souvent dans des blessures émotionnelles profondément enfuies à l'enfance, aux autorités parentales, sociales ou du cadre de l'enseignement. Donc, alors, voilà. Il faut donc bien se maîtriser soi-même. Est-ce que c'est une chose évidente de le faire soi-même sans se faire accompagner par un coach, par exemple? Il faut apprendre, se maîtriser. Je ne pense pas qu'on se maîtrise. On est en quête permanente de soi-même, de ce qui peut nous aider à être mieux. Voilà, il faut être déjà dans cette démarche-là, c'est une chose. Maintenant, faut-il se prendre en charge tout seul? Je pense que l'autonomisation est toujours bien. Après, on ne peut pas totalement se prendre en charge. Un médecin, chirurgien peut connaître ce qu'il faut mettre tout de suite pour aseptiser la plaie, mais s'il faille aller au bloc, il ne pourra pas le faire. Donc, je pense que c'est par étapes, c'est par process. Quand on sait que c'est encore acceptable, c'est un niveau relativement encore bas, on peut essayer l'autorégulation émotionnelle. Mais est-ce que finalement, toutes les émotions, on peut les réguler? On peut savoir les réguler? Prenons par exemple la colère. Est-ce que toujours on est sûr de pouvoir éviter de s'emporter lorsqu'on se met en colère? On peut apprendre. Tout est apprentissage. La seule limite, c'est ce qu'on s'impose à soi-même. Maintenant, si on doit aller sur le cas des émotions comme la colère, on peut apprendre et on peut s'entraîner. C'est comme un entraînement. On ne s'emporte pas. C'est pas qu'on ne s'emporte pas. L'entraînement, tu sais, quand tu vas à la salle de sport ou quand tu décides de perdre quelques kilos ou de faire le sport pour la forme, tout de suite, tu ne peux pas porter 10 kilos. Tu commences progressivement. Il faut aller doucement, Donc, la gestion des émotions, il faut déjà connaître qu'on apprend à les gérer. Et quel est le processus et commencer à apprendre à le gérer étape par étape. Tu commences à la maternelle, après tu vas au secondaire, au primaire, après tu pars au secondaire et à l'université. Donc ça apprend. Maintenant, pour ce qui est de la colère, on apprend à la gérer, pas à la refouler ni à la contenir, sinon on la gère. Oui, si vous avez un enfant qui vous dérange énormément, qui vous met dans tous vos états, on vous apprend qu'il a été exclu de l'école simplement parce qu'il s'est retrouvé dans des affaires de partous, comme c'est le cas assez régulièrement dans nos établissements. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas attraper ce bonhomme? Je pense que se retrouver dans des situations de partous, être exclu, n'arrive pas du jour au lendemain. Il y a forcément des signes, il y a beaucoup de choses en amont qui arrivent à cette conclusion situationnelle. Donc, s'il faut résoudre le problème, on ne peut pas résoudre la situation, il faut aller vraiment dans les sédiments, à la racine. Et généralement, on appelle qui? D'abord le parent ou bien les deux acteurs une fois? Ça dépend. On peut appeler le parent parce que bien évidemment c'est l'autorité sur l'enfant, c'est son géniteur. Il faut qu'il soit au courant de tout ce qui se passe, il soit même au courant de ce qui peut être mis en place, est-ce qu'on a son accord ou pas, et est-ce qu'il valide, est-ce qu'il lui-même y comprend, voilà, et est-ce qu'il accepte. Tu vois, autant lui que l'enfant qui est sujet à ça, mais je pense que s'il arrive à ces pratiques-là, il y a
toujours des antécédents qui font que on arrive à la maladie, en fait. Donc, pour soigner la maladie, il faut comprendre quelles ont été les causes, comment ça s'est développé et à quel stade ça se situe actuellement pour administrer le médicament adapté. À ce moment, c'est très à la mode, les coachs, un peu partout, dans tous les domaines, développement personnel, coach en entrepreneuriat, en finance et tout. Comment faire le tri, finalement? Comment faire le tri? Alors, comment faire le tri? Très bonne question. Pour faire le tri, il peut avoir plusieurs indices. Il y en a parmi ces indices. Moi, je vais donner à tout hasard. Chacun prend ce qui est plus sensible, ce à quoi il est plus sensible. Il y en a, pour certains, ça va être le parcours. Retracer un peu le parcours du coach à travers même ses réseaux sociaux. C'est vrai que tout ça est travail d'image, du personal branding et tout, mais il y a toujours, quand tu es attentif, il y a toujours des indices à la faveur ou à la défaveur du coach. Il faut juste être assez lucide et assez, assez vrai pour faire discerner. Exactement. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a aussi parfois, la certification, quoique c'est pas tout le monde qui est certifié, qui est bon pratiquant. Ah d'accord. Oui. Il faut encore faire un autre distinguo entre celui qui a effectivement la certification et celui qui sait véritablement ce qu'il fait, donc qui maîtrise. Il y a les charlatans partout. Il y en a qui vont à l'école, ils valident des diplômes, mais c'est pas pour autant qu'ils ont maîtrisé les cours, qu'ils ont les bonnes formules, ou qu'ils le pratiquent encore. Donc, pour élucider ça, il faut par exemple beaucoup de coachs, et moi aussi, je le fais, des sessions en ligne gratuites pour découvrir, comme là, le 27 février en ligne, on a le sommet coaching sur l'intelligence émotionnelle. Et c'est totalement offert. C'est sur Zoom, il suffit de remplir un formulaire et participer. À travers des offres comme ça, ça vous permet déjà d'être confronté à l'expert et voir si son approche, qui peut être identique à un autre, mais avec son énergie, son expertise, son expérience, son parcours, ça colle avec vous. Ça peut ne pas coller. Juste pour une histoire de non-verbal même et tout. Tout ça, c'est des petits signes. Vous voyez ? Ça peut ne pas coller, mais le même outil avec un autre coach, ça peut coller. Donc, aller dans ces sessions-là, découvrir le formateur, le coach, ses pratiques, ses enseignements et sentir si ça vibre avec vous. Ou donc, pas du par tout. Exemple, ou pas du tout. Voilà. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas un bon coach, par contre. Peut-être que ça ne matche pas en quelque sorte. Sa méthodologie, sa façon de transmettre, de pratiquer cet outil, vous n'êtes pas sensible à cela. Donc voilà, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas un bon coach. Maintenant, pour ce qui est des coachs qui naissent dans tous les domaines. Je pense que chacun, heureusement ou malheureusement, fait un peu ce qu'il veut, mais c'est à chaque être humain de pouvoir invoquer l'esprit de discernement et d'avoir un peu de recul ou une grille d'évaluation, de sélection, de se dire, son parcours, qu'est-ce que ça donne? Quels sont les résultats qu'il a concrètement obtenus? Est-ce que c'est véritablement des vrais résultats? C'est quelque chose de vraiment authentique. Donc, je pense qu'à partir de ça, on peut se faire une idée. On peut aussi se tromper. C'est la vie, ça arrive, mais on peut repousser chemin. Aujourd'hui, la question de l'intelligence émotionnelle, est-ce que ça touche tout le monde? Tout le monde. Parce que d'aucuns pourraient dire c'est une affaire de blanche, nous en Afrique, on n'en a pas besoin. C'est à tort de le penser alors? C'est vraiment à tort de le penser parce que l'intelligence émotionnelle n'a pas de couleur, n'a pas d'origine, n'a pas de continent. Parce que nous sommes tous des êtres émotionnels et je peux vous le démontrer. Allez-y. Quand on vient au monde, qu'est-ce qu'on fait premièrement? On pleure. On pleure. On sait qu'on vient quelque part, ça va être difficile certainement. Je ne sais pas si on c'est le sait ça, pas encore. mais... mais on le saura très vite de toutes les façons. Ah oui, on le saura très vite. Mais on pleure. Donc, les pleurs veut dire quoi? J'ai besoin d'être protégé, il a besoin de se sentir en sécurité. Et ça, c'est émotionnel. Donc, que tu sois noir, chinois, violet, blanc, c'est la même réaction. Et deuxième chose, c'est que quand on a faim, on a faim. Si à un moment tu as faim, tu ne manges pas, tu sens la colère, d'autres se sentent tristes, d'autres ont on devient irritable au bout d'un moment. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Donc, l'intelligence émotionnelle concerne tout être humain parce que nous sommes des êtres émotionnels. Je vais aller même un peu plus loin. Il n'y a pas un être humain dans la société aujourd'hui qui est doté de toutes ses facultés, qui va se mettre à traverser la route sans regarder à gauche ou à droite. Pourquoi ? Parce que la peur de mourir,
On va dire non, il a peur d'être cogné. Mais quand tu es cogné, c'est quoi le truc? L'accident, oui, tu vas mourir, évidemment. Les probabilités. Donc, il n'y a personne qui prend ce risque de traverser sans regarder à gauche ou à droite parce qu'il y a un besoin de sécurité, de vie ou de mort. La peur. Ensuite, il y a ceux-là qui vont traverser la route, c'est vrai, mais ils ne vont pas sortir de chez lui nu pour se balader. Le sentiment de honte. Donc, tout ça font que, avec ces deux exemples, comprenez que tout le monde est concerné. Oui. Par l'intelligence émotionnelle, encore plus que dans le quotidien, à travers les interactions sociales, il y a la colère, on est facilement irritable. Pourquoi? Parce qu'on a des valeurs qui ne sont pas respectées. Oui. Et souvent, nous-mêmes, on ne sait pas quelles sont nos valeurs. Donc, si on ne sait pas, on ne peut pas les communiquer. Et quand on sait, il faudrait encore-il qu'on les communique. Et quand ce n'est pas respecté, ce n'est pas honoré, Jean-Jacques, tu es d'accord avec moi que si ta valeur, par exemple, c'est le respect, que moi je viens, j'ai un comportement, une attitude qui te fait te sentir, voilà, tu vas tout de suite sentir quelque chose qui va se passer. Une, deux fois, ça te met en colère, que tu l'exprimes physiquement ou pas. Peut-être pas physiquement. De toutes les façons, on marque un break et on revient. Branche ta joie avec MTN. Internet à vie à gagner. Tape étoile 237 dièse pour acheter un forfait N&N ou étoile 126 dièse pour faire un Momo. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Alors, à côté, il y a aussi, il faut avouer, à côté aussi, non, vous savez, généralement, c'est comme ça. À côté, il y a la confiance en soi. Il y a des personnes qui peinent à prendre parole en public. Il y en a qui ont peine à croire en leur propre potentiel. Le coach que vous êtes, naturellement, a quelques astuces. Parce que le reste, c'est contenu certainement dans le livre. Mais il y a quand même quelques astuces basiques qu'on peut essayer pour davantage prendre confiance en soi. Oui. Alors, déjà, je vais parler de deux émotions spécifiques si le temps nous permet. Oui. Pour revenir sur la colère, quand on la sécrète, on se fâche, on a des comportements très violents, on a une violence aussi verbale. C'est souvent parce qu'on ne sait pas contenir cette émotion et qu'on ressent le besoin physiologique d'agir. Oui. Et ça va se manifester par de la violence physique ou verbale. Oui. Ce qu'on oublie ou ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on est en colère, on sécrète des hormones comme la cortisol. Des hormones qui sont comme des poisons, en fait, naturels du corps, mais à répétition et stimulées tout le temps, ça devient un poison, l'antipoison. Un poison, oui. Ça devient un poison. Et malheureusement, quand on sécrète, ça va très vite. Maintenant, pour évacuer, ça met beaucoup plus de temps. Donc, si tu es quelqu'un qui a tendance à te fâcher pour un oui ou pour un non, à raison ou à tort, tu es en train de toi-même t'intoxiquer. Oui. Voilà pourquoi on a souvent des douleurs au mal d'estomac qui ne guérissent pas malgré tout. On a des douleurs physiques aux genoux, aux hanches, aux articulations. C'est notre colère personnelle, c'est-à-dire qu'on s'auto-flagelle en quelque sorte. Exactement. Voilà pourquoi il n'est pas bon de contenir sa colère. Oui, et d'apprendre à la gérer, c'est-à-dire, est-ce que ça vaut véritablement la peine que je sabote et que je foire ma santé pour telle chose? Est-ce que je ne peux pas exprimer directement en disant que voilà, quand tu poses telle action, pour moi, ça me dérange comme ça, et je me sens ceci. Autrement, j'aimerais que tu fais une proposition. Oui. Mais il faudra aussi que l'autre en face de toi ait la capacité d'être réceptif. Ouais, soit à l'écoute. Donc ça, c'est par exemple la colère. Maintenant, pour venir sur la peur. Oui, la peur, oui. La peur, c'est une émotion particulière avec laquelle j'aime beaucoup travailler, que ce soit en séminaire sur l'intelligence émotionnelle avec les cadres, que ce soit dans la communication pure, parce qu'on a peur de parler en public, tu vois. Oui, de prendre la parole. Voilà. Et même quand on parle de confiance, tout ça, ça va toujours amener un sentiment émotionnel qui va être la peur d'être jugé, la peur de ne pas avoir les mots adaptés. Oui, de bien faire ou de mal faire. Oui, on veut bien faire et finalement. Donc la peur, elle est particulière parce qu'on a la peur du jugement, du regard de l'autre, de l'inconnu, de vivre des émotions désagréables, on a peur d'être rejeté, d'être jugé. Donc c'est un cocktail au fait. Maintenant, à savoir quelle est la peur que j'ai parmi tout ce que je ressens. C'est facile de dire j'ai peur, mais tu sais quoi? De quoi exactement? Peur, laquelle parmi toutes celles-là? Et qu'est-ce qui déclenche cette peur-là? Alors, soit tu as peur, tu vas être statique, tu n'agis pas parce que tu es figé, tu es immobilisé, tu te momifies. Soit tu as peur, tu vas être agressif. Tu vas aller pour te défendre, en fait, pour te protéger, tu vois, ou pour te défendre. Ou tu as peur et tu vas te mettre en retrait. Oui, dans ton coin.
tu vas te mettre dans ton coin, tu vas développer la timidité, tu ne vas plus oser t'exprimer, parce que tout c'est tellement désagréable que le cerveau, il fait quoi? Il est censé nous maintenir en vie, on est censé être heureux, on est censé être joyeux. Donc la peur, c'est attention, il y a un danger, soit je me défends, j'attaque, soit je fuis, je me protège, ou je suis joyeux. Voilà. Donc, comme c'est désagréable du côté de la peur, j'aurais tendance à vouloir être toujours du côté de ce qui est agréable. Et c'est pourquoi dans la vie, de façon naturelle, on est tous feignants. Parce qu'on cherche ce qui est bien, qui est agréable et tout. Le confort. Le confort, exactement. Donc, tu vois, les grands sportifs, les athlètes ou les professionnels comme toi, ils s'autodisciplinent. Ils apprennent parfois à mettre du plaisir dans ce qui fait qui est difficile pour habituer le cerveau à un mode de fonctionnement spécifique pour le cadrer. Et dès que le travail devient amusement, c'est plus facile. Oui, avec le temps, la répétition, ça devient plus... Quand c'est ludique, ça devient plus agréable et tout. Et on a donc tendance à commencer à aimer et à vouloir toujours répéter. Mais quand c'est trop douloureux, voilà. Donc, comme solution, à part ce qui est dans le livre sur comment gérer les émotions, il faudrait déjà apprendre à être gentil avec soi-même. Comme on l'est pour ceux qu'on aime. C'est-à-dire être gentil avec soi-même, c'est-à-dire le cas de la pratique, par exemple, qu'on a dit tout à l'heure, apprendre à s'accorder de la discipline, autant que cela soit douloureux, et mettre dans ce moment-là des instants de plaisir pour aller jusqu'au bout. Sinon, autrement, on ne fait rien. On va décrocher. Se faire des petits cadeaux, ça peut aussi marcher. Bien sûr, le plaisir, c'est quoi? Par exemple, on est là au studio, tu peux t'amener une petite tasse de café, par exemple, ça te fait plaisir. Il y en a dans le bureau, ils ont la photo de leur famille, ça fait plaisir. Ça te rappelle pourquoi tu es là. Pour qui tu te bats? Pour qui tu te bats? Ou est-ce que Pourtant, c'est difficile. Et quand tu lèves la tête, tu te dis, bon, ok, on y va, tu te recentres, tu vois, tu te remets aussi en question. Deux fois, ce n'est pas toujours l'autre le problème. C'est qu'est-ce que le comportement de l'autre vient piquer chez moi qui n'est pas correct. Qui n'est pas correct par rapport à moi-même, qui n'est pas correct par rapport à la société, tu vois. Et le fait de se remettre aussi en question en se disant, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui se passe? Quelle est vraiment ma part? Parce que c'est action-réaction, on est toujours en interaction. Que ta responsabilité soit raisonnable ou pas, tu as une responsabilité. Soit tu t'es laissé faire, soit tu as donné le bâton pour qu'on te fouette, soit tu as pris le bâton pour fouetter l'autre. Maintenant, est-ce que c'était vraiment l'action à poser ou pas? Est-ce que ça va dans le sens de la résolution? Est-ce que ça va dans le sens de la passivité? Est-ce que ça va dans le sens vraiment de ne pas être belliqueux, le conflit? Parce que généralement, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ou qu'est-ce qu'on a souvent eu à faire? C'est conflictuel, on se prend la tête, on envoie les mots, on pique l'autre, on dit des crudités. Finalement, on fait une espèce de concours, on espère que l'autre aura plus mal que nous. Voilà. Mais est-ce que c'est ça véritablement qu'on veut en vrai? On veut résoudre le problème, on veut peut-être, je sais pas moi, cotiser de l'argent. Ce n'est pas en donnant des mots piquant, violent à l'autre que ça va l'amener à sortir l'argent de sa poche. Donc tu vois, ça peut être dans un contexte familial comme professionnel. Si tu as un client en face de toi et que ton non-verbal le repousse ou bien le met mal à l'aise, la façon de communiquer avec lui tout de suite le met en inconfort, il ne se sent pas respecté, il ne se sent pas écouté, accueilli, attendu, rien ne va se passer. Rien du tout. Et donc, manque de chiffre d'affaires, manque d'attente d'objectifs, donc pas de résultats favorables par rapport à ses attentes. Pourquoi? Pas parce que la méthode n'était pas bonne ou parce que les outils n'étaient pas bons, mais le comportement, l'attitude en face n'était peut-être pas correct. N'était pas correct. Il faut dire qu'au-delà de votre livre, vous régulièrement vous faites des séminaires auprès aussi bien des employeurs que des employés. Vous continuez à le faire au Cameroun parce que je vous ai vu le faire dans d'autres pays africains. Vous le faites également au Cameroun, comme vous l'avez fait avec... Est-ce qu'il y a d'autres programmes au-delà? Parce que vous avez parlé du 27. Et certainement, qui est concerné par ce type? Tout le monde devrait venir à votre table apprendre à maîtriser ses émotions, ou bien uniquement les travailleurs, ceux qui ont un boulot, et les entrepreneurs alors. Et également sont concernés ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas nécessairement un patron. Parce que chaque fois on envoie des gens vers l'entrepreneuriat un peu comme si c'était facile. Et pourtant il y a des réalités autour de l'entrepreneuriat. Lorsque vous décidez de vous lancer tout seul, c'est parfois vos moyens que vous engagez, des moyens que vous n'avez même peut-être pas. C'est l'argent des membres de votre famille. C'est l'argent un peu de votre femme qui travaille et qui a accepté de vous accompagner dans votre projet.
tout le monde est concerné alors finalement. Tout le monde est concerné. C'est pourquoi il y a plusieurs catégories de professionnels. On va parler des professionnels de la petite enfance qui vont encadrer les plus petits pour les initier déjà, parce qu'ils ont des sauts de colère. Bon, alors ça se voit un peu plus en France, en Occident, en Europe où je suis. Ici, c'est un peu différent parce qu'il y a la pression de la chicotte et de la babouche. Maintenant, on ne frappe plus. Hein. Ah oui, hein. Non, on ne frappe plus en Afrique. On a dit que les enfants étaient... Dieu soit loué. Je suis pas sûr que les enseignants sont de votre avis de toutes les façons. Parce que sans chicotte, pareil que c'est un peu difficile. Oui, je suis d'accord que c'est difficile. Parce que moi-même, je le dis, j'ai déjà aussi levé la main. Parce que c'est pas évident. Un peu de l'honnêteté. Ah bah oui, bien sûr. Mais par contre, est-ce que cela est véritablement bénéfique? Je ne pourrais pas avoir la certitude de dire oui, parce que je suis partagée entre ce que je sais des neurosciences, qui fait que quand on frappe quelqu'un, ça le diminue dans sa personne. Ah bon? Oui, ça touche son identité, son estime de soi. C'est comme les esclaves. Quand on te met à nu, on te frappe devant les gens. C'est la honte, au fait. C'est un sentiment de honte. C'est un sentiment En fait, ça le réduit comme si c'est rien, quoi. Il n'est pas valable, c'est quelque chose de honteux, il faut se cacher. Et donc, si c'est fait à répétition, là, ça crée des timides, ça crée des personnes qui ne s'affirment pas, qui ne communiquent pas. Donc, c'est compliqué pour eux. D'accord. De toutes les façons, un break d'abord. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Oui. Alors, vous dites que c'est un sentiment de honte et tout, il faut éviter donc de frapper. Ça n'a pas toujours la bonne... c'est pas toujours la bonne solution. Je pense que frapper n'est pas la seule solution. Oui. Je pense que frapper n'est pas la seule solution. Ça peut être un dernier recours. Oui. Ça peut être un dernier recours. Et en fonction aussi de la gravité probable. Il y a d'autres façons vous savez... Taper quelqu'un, c'est pas toujours lever la main. Juste même avec les mots, on est capable de faire tellement abîmer l'âme d'une personne juste avec des mots. Oui. Donc, je ne demande pas de faire recours à la violence verbale non plus, mais je demande de développer la responsabilité. Tout à l'heure, on se disait, quelle est ta part de responsabilité dans ce qui est actuellement, dans la situation. Je pense que quand on va dans le processus de responsabilisation, l'enfant, la personne prend conscience de la gravité de ce qui a été posé comme acte. Et je pense qu'en ayant cette approche-là, ça lui permet non seulement de comprendre que ce qu'il a fait n'est pas forcément correct, acceptable dans la société. Oui. Et voici une autre forme de punition. Ça peut être le privé, par exemple, aujourd'hui avec les appareils. Si c'est un enfant qui a un appareil, on lui retire tout simplement sa tablette pour une certaine période. Ça marche vraiment ? Et tout. Pour un enfant qui a cette forte sensibilité à la tablette, ça marche. D'accord. Donc, je t'enlève ta tablette si tu fais tel ou tel... Par exemple, ça peut être privé des sorties. Donc, pas de fouet. Ça peut être la télé. Ça peut être, on va te dire que tu n'auras pas accès à une émission, un dessin animé. Ça peut être... Dans le cadre de l'entreprise, par exemple, on est bien structuré. On se dit, un salarié qui arrive avec des retards à répétition 1, 2, 3 fois, il y a quelque chose qui est posé pour que ça ne se répète plus. Mais là, c'est pas le fouet. Oui, c'est vrai. Et quand il y a des erreurs, par exemple, qui font en sorte que ça empiète sur la marche des bénéfices et tout, il y a quelque chose qui est mis en place. Parfois, on te dit, on va tout de suite souscrire cela dans ton salaire. La prochaine fois, toi-même, tu t'organises, tu prends tes mesures pour que cela ne se répète plus. On a compris comment gérer ses émotions en toutes circonstances. C'est une force. Il faut le faire pour pouvoir avancer. Et c'est même d'ailleurs un instrument de performance. Le livre est disponible un peu partout à Yaoundé. On l'espère bien. On peut l'avoir où exactement ? Actuellement, il y a une grosse rupture de stock, mais je pense que si les auditeurs ils ont besoin, ils peuvent me retrouver sur mes réseaux sociaux, Ingrid de Tandieu.
Oui. Et sur Facebook, sur LinkedIn, nous sommes très actifs. Oui. Et à envoyer un message privé, ils pourront tout de suite avoir un point focal pour s'acquérir leur exemplaire. Et puis, il y a les versions numériques. Disponibles également. Affirmatif. En tout cas, je vous remercie. Merci d'avoir accepté de venir. On sait que vous êtes là jusqu'à vendredi. Quand vous allez retourner en France, faites-nous également le retour. Et peut-être à la prochaine. Je vous remercie pour cet accueil et j'ai trouvé l'interview très intéressante. Chers auditeurs, j'espère en tout cas que nous avons été assez efficaces pour vous apporter le nécessaire afin que vous puissiez devenir amis avec vos émotions. Merci, chère dame. Pause. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55 sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55 sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Et merci de nous écouter toujours avec ce rendez-vous qui donne surtout parole aux voix, des voix qui façonnent notre imaginaire et bousculent nos certitudes. Eh bien, on l'a dit, aujourd'hui, nous recevons en deuxième partie donc le parcours, un parcours qui force le respect et même qui suscite débat. C'est Françoise Pouené, plus connue sous le nom de Mami Nyanga, c'est la sénatrice, c'est également l'entrepreneur. C'est une figure emblématique du Cameroun. Elle vient nous présenter son ouvrage au titre évocateur, itinéraire d'une débrouillarde devenue milliardaire.
Il faut dire simplement que ce livre n'est pas seulement l'histoire d'une ascension fulgurante, c'est un manifeste pour la jeunesse et les femmes africaines, une invitation à briser les plafonds de verre et à transformer la débrouillardise en dignité. Mais derrière l'éclat des mots et des chiffres, une question demeure. Que nous dit ce récit sur l'Afrique d'aujourd'hui, sur nos rêves, nos luttes et nos contradictions? Elle est avec nous, la sénatrice, je ne sais pas quel est le nom qu'elle va préférer, est-ce Françoise Pouené? Déjà, je vous dis bonsoir et bienvenue sur le point littéraire à Royal FM. Mais bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir. Moi aussi. La première fois que j'arrive là, mais je trouve que vous êtes bien installé. Oui, on essaye de faire du bon travail. Et ça, le mérite est au reverend pasteur Bissay Emmanuel Noël, qui est le promoteur de la radio. Alors, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes sénateur.